Honoré Daumier est né à Marseille le 27 février 1808. Il est le fils de Cécile Catherine Philippe et de Jean-Baptiste Daumier, vitrier. Jean-Baptiste Daumier est aussi poète et sa notoriété naissante l'incite à s'installer à Paris où sa famille le rejoint en 1816. Honoré apprend à dessiner grâce au chevalier Lenoir, ami et protecteur de son père. La lithographie, technique nouvelle, commence à révolutionner la presse. Daumier entre chez le lithographe marseillais Béliard. Juillet 1830, la Révolution éclate. Le peuple envahit Paris avec l'aide de l'armée. Charles X abdique. Pour empêcher la proclamation de la République, on fait appel au duc d'Orléans et on le nomme lieutenant général du royaume. Ainsi avorte une république et naît une monarchie, parlementaire il est vrai. Le duc d'Orléans sera donc Louis-Philippe Ier, mais la monarchie de Juillet devra compter avec une nouvelle forme d'opposition, la caricature, et son maître, Honoré Daumier. L'opposition se manifeste immédiatement et avec une très grande activité. Les insurrections sont fréquentes dans Paris. Et elles ont une raison économique en ce sens que le peuple est malheureux. Les ouvriers sont en chômage, il n'y a pas des compensations comme de nos jours, et de toute évidence, on a faim. Par conséquent, les révoltes sont assez fréquentes et la répression est parfois sévère et dure. Aussi, certains journaux d'opposition manifestent cette opposition avec une immense virulence. Charles Philippon, qui vient de créer un journal qui s'appelle La Caricature, engage un certain nombre de jeunes artistes, caricaturistes et rédacteurs. Et tous sont dans cette même ligne d'opposition et de contestation. Parmi eux, l'un se distingue assez vite, c'est Honoré Daumier. Déjà condamné à 6 mois de prison avec sursis pour sa lithographie Gargantua, la publication des Blanchisseurs entraîne l'arrestation de Daumier. Il se retrouve à Sainte-Pélagie, rejoint bientôt par Philippon. Avec le règne de Louis-Philippe, c'est l'irrésistible ascension de la bourgeoisie. Daumier et Philippon projettent de créer un nouveau journal, le Charivari. Ce journal, devenu le symbole de l'indépendance et de la liberté d'expression, paraîtra jusqu'au début du XXe siècle. Alors que le roi se rend au Bourget, un postillon est blessé. Louis-Philippe le sauve en pratiquant lui-même une saignée. Ce geste lui vaudra la grande médaille de la vertu et une lithographie de Daumier. Ces lithographies qui font sourire n'en sont pas moins des actes journaliers d'opposition au régime. Il en est d'autres plus sanglants. En 1834, des émeutes éclatent à Lyon, puis à Paris, violemment réprimées.
c'est le massacre de la rue Transnonain, une lithographie féroce et bouleversante, accueillie avec émotion par les opposants au régime. Près de 200 inculpés sont jugés en cour d'assises. Daumier assistait aux séances de la Chambre des Pairs et il faisait, en rentrant ensuite, ces bustes que nous avons ici. Il ne semble pas qu'il ait fait des croquis au crayon, tout au moins on n'en connaît pas. Mais il a tout de même fait des portraits d'après ces séances, puisqu'il a été un peu plus tard un véritable reporter, un chroniqueur judiciaire, en assistant aux différents procès où il a fait les portraits des juges et les portraits des accusés. Dans le cas présent, ces bustes lui ont été commandés par Philippon en 1832. Philippon, ce journaliste de génie, toujours à l'affût de ce qui pouvait donner quelque actualité à son journal La Caricature, demande à Daumier de faire ces bustes. Et ceci est annoncé à plusieurs reprises dans le journal. Daumier fait donc ces bustes en terre, crue et coloriés. Et il apparaît bien qu'ils étaient dans les bureaux du journal et servaient de modèle non seulement à lui-même, Daumier, mais aux autres caricaturistes. Et on peut trouver des traits semblables dans les caricatures des autres dessinateurs, semblables à ceux de Daumier, parce que le portrait caricaturé doit être un portrait déformé, mais surtout reconnaissable. Par conséquent, les caricaturistes différents ne peuvent pas chacun faire des caricatures ou des portraits nettement différents les uns des autres. Le trait important de la caricature, c'est que le personnage soit immédiatement reconnu. On sait parfaitement que Louis-Philippe s'en amusait beaucoup. Et les hommes politiques les ont connus aussi. Lorsqu'un homme politique est portraituré, il s'en réjouit. Et on a bien vu d'ailleurs à différents moments que certains se plaignaient d'être délaissés. Autrefois, comme d'ailleurs ils se plaignent encore aujourd'hui d'être délaissés aussi par certains caricaturistes. Ça fait partie de l'occupation et de la notoriété de l'homme politique d'être très fréquemment montré dans les dessins. Aujourd'hui, c'est la télévision qui les montre. Thiers, à la suite de manœuvres subtiles et plus ou moins délicates, est nommé président du Conseil. Journaliste, ministre, historien, homme d'État, de par ses fonctions, son caractère et son physique, Thiers ne peut échapper à l'ironie de Daumier. On compte que Charivari était tiré à 3000 exemplaires. Mais 3000 exemplaires qui étaient lus, chacun par un très grand nombre de personnes, lus et vus surtout, parce que l'image, tous les jours, la caricature de chaque jour, était diffusée, on se la passait, on la commentait, on l'étudiait à la veillée et on la reproduisait. Eh bien, ce Charivari avait donc un très grand rayonnement, et il est évident que toutes ces caricatures politiques avaient un impact très réel. Le 28 juillet 1835, la machine infernale mise en place sur le passage du cortège royal par Fieschi, Moret et Pépin fonctionne, faisant 18 morts et de nombreux blessés. Louis-Philippe est indemne. Il fait voter les lois de septembre, parmi lesquelles la loi infernale restreignant la liberté de la presse et visant tout particulièrement la représentation par l'image. Les caricatures politiques ne peuvent plus paraître. Le Charivari survit. Pendant 13 ans, Daumier y publie des séries, les bons bourgeois, les gens de justice, les plaideurs. À travers ces personnages, il se moque des bourgeois, donc du régime. Celui-ci est devenu trop absolu. Et c'est finalement la réforme électorale et parlementaire qui va déclencher la seconde révolution de ce siècle. On est en République, il n'y a plus de raison d'être méchant ni d'être acerbe contre les hommes du pouvoir. Ce sont les républicains qui sont en place. Par conséquent, tous les hommes politiques qui sont maintenant, au début, en place, sont des, je ne dirais pas des amis de Daumier, mais de ceux qui sont sympathiques ou sympathisants. De sorte que les lithos de cette période sont des lithos amusantes, humoristiques. Il y a une série qui s'intitule « Les idylles parlementaires ». Elle comprend 16 lithographies dans lesquelles les hommes politiques sont montrés dans le plus simple appareil, à peu près nus, et dans des scènes bucoliques. C'est extrêmement amusant et c'est plein d'esprit.
La République est fragile. Daumier, mieux que tout autre, pressent et traduit les intrigues qui se nouent autour du prince-président. Il donne naissance à Ratapoil, personnage à la solde des bonapartistes, symbole de la corruption électorale. Ratapoil rêve à l'Empire, Berryer, légitimiste, regrette les Bourbons, Thiers, arbitre. Il se tient prêt à pencher du côté du plus fort. Ce sera l'Empire. Le coup d'État du 2 décembre 1851 a une conséquence dramatique, le muselage de la presse. Une fois encore, Daumier n'est plus libre de s'exprimer. Il faudra attendre 18 ans, la chute de l'Empire, pour revoir ses productions publiées. En attendant, la bourgeoisie a retrouvé la sérénité. Une nouvelle série de lithographies nous fait découvrir Daumier visionnaire. Le danger cette fois vient de l'extérieur, la politique de Bismarck, l'armement, la guerre imminente. Inébranlable dans ses convictions républicaines, lucide, courageux, Daumier a su capter et même prévoir les craintes et les désirs de ses contemporains. Une carte d'électeur, c'est pour Daumier l'aboutissement de 42 années de lutte et d'espoir. Honoré Daumier s'éteint en 1879, il y a tout juste un siècle.